dans ce stop Covid-19. Vous le savez, cette pandémie a causé la restriction de travail, réduisant beaucoup d'employés au monde, en République démocratique du Congo, au chômage forcé, ce que les législateurs appellent suspension de contrat de travail. Quels sont les contours de cette suspension de contrat de travail? Qui devrait prendre quoi en charge? Quel sort réservé à ces employés? Ce sont des questions que nous voulons poser aux techniciens, à un maître, à un avocat. Il est avocat du barreau de Kinshasa à Gombe. Maître Vital Ilunga Kassongo, bienvenue. Merci. Comment se passe votre confinement? Oui, bon, on observe les règles d'hygiène. On n'a pas le choix, on est ténu. Hein. Chez vous, il y a aussi cette suspension du contrat de travail où ça se fait à distance? Non, les avocats ne sont pas de salariés. Voilà. C'est un métier libéral. Donc, nous ne sommes pas soumis au Code du travail. Donc, vous pouvez encore vous rémunérer selon les cas, selon les consultations. Bien sûr. Selon les dossiers que vous suivez. Selon les Alors, tant mieux pour vous. Même en état de confinement. Voilà. Mais au moins, vous voyez ce qui se passe chez beaucoup de nos compatriotes. Eh bien, ils ne sont pas seulement confinés, mais ils n'ont plus de travail et avec des conséquences assez désastreuses déjà. Ça sent la galère au pays. Maintenant, dans Stop Covid du jour, nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce qu'on devait saisir par suspension du contrat de travail. Quels sont les contours de cette suspension selon notre loi? Merci, madame. C'est vrai, vous parlez de chômage forcé. Oui, ça peut être admissible. Ok. Mais le législateur utilise son concept. Le concept, c'est lequel? C'est la suspension du contrat de travail. Pour cause, pour fait, hein, de cause, force, pour cas de force majeure, voulais-je dire. Ouais. Parce que les cas de force majeure, en fait, c'est un événement imprévisible. Ça ne veut pas qu'aujourd'hui on s'est rebuté au Covid-19 et qui empêche l'une ou l'autre partie au contrat d'exécuter ses obligations contractuelles. Et ça crée une suspension de l'exécution des obligations du contrat. Pour le travailleur, il ne va plus aller au lieu de travail, il ne va plus travailler. Pour l'employeur, nous le verrons plus tard, plus loin. Est-ce que les salaires vont être payés? Est-ce qu'il y a plusieurs cas de suspension du contrat de travail? Et le siège de la matière, c'est l'article 57 du Code du travail, qui énumère, je crois, 7 ou 8 cas de suspension du contrat de travail. Je vais donner quelques exemples à titre, permettez le pléonasme, illustratif. Ok. L'incapacité de travail résultant de la maladie. Vous êtes malade et cette maladie vous met dans l'incapacité de travailler. Oui. Votre contrat est suspendu pendant toute cette période de maladie ou vous venez d'accoucher. Cet accouchement vous met dans l'impossibilité de reprendre le travail. Oui, de reprendre à temps. Ça suspend le contrat de travail. Un autre cas, par exemple, vous êtes arrêté. Je ne dis pas que vous serez arrêté, non. Vous êtes arrêté en justice, peut-être pour raison d'enquête. L'incarcération du travailleur. Ça suspend le contrat de travail. Que ce soit pour le cas où je suis incarcéré par rapport à un motif lié Peu à mon importe le travail motif. ou Dès pas. lors que vous êtes incarcéré, c'est une suspension du contrat de travail. Peu importe le motif. C'est vrai, il y a la présomption d'innocence, mais peu importe le motif, ça suspend les relations de travail entre vous et votre employeur. Il y a une flopée de cas. Mais les cas qui nous concernent présentement, c'est la force majeure. Le cas dans lequel nous sommes. Parce que le Covid n'a pas été prévu, le Covid-19. Et quelles sont les obligations de l'employeur pendant cette période vis-à-vis de ses travailleurs? Nous pouvons lire la réponse, je crois que c'est à l'article 59, et puis nous allons développer. 59 du Code du travail, qui est très clair, et puis nous allons développer. Le Code du travail dit ceci,
que, hormis, je vous épargne de toutes ces lectures, en cas de suspension du contrat de travail, pour cause de force majeure, les parties sont déliées de leurs obligations, les unes vis-à-vis des autres. Mais attention, il y a l'article 178 qui reconnaît quand même aux travailleurs certains droits, même pendant la suspension du contrat de travail. Et ici, nous parlons des travailleurs qui n'en prestent plus pendant ce temps. Parce qu'il y a des employeurs qui organisent des services minimums. C'est ça, le service Donc minimum. nous ne parlons pas de ceux des fonctionnaires qui sont dans les services minimums. Parce que là, le contrat n'est pas suspendu. Voilà, il n'est pas suspendu. Ici, donc, leur traitement est le même. Et les mêmes. Voilà. Le contrat n'est Alors pas qu'en suspendu. principe, peut-être qu'on aurait pu aussi revoir un tout petit peu à la hausse parce qu'il y a des risques et puis il y a certaines performances. Bref, bon, la loi le prévoit, l'employeur peut donner des bonus, peut donner certains autres avantages si c'est prévu par la convention collective ou de manière exagérée par le règlement d'entreprise. Et en cas de force majeure, les travailleurs ne perdent pas tout quand il y a suspension du contrat de travail. Il peut être malade. Les soins de santé, le frais relatif aux soins de santé seront pris en charge par l'employeur pendant cette période de suspension du contrat de travail. Le soin de santé pour lui-même, le travailleur, et pour sa famille. Ouais, bien évidemment. Sa famille, il y a le conjoint, Oui. il y a les enfants, Oui. il y a les enfants jusqu'à l'âge de la majorité, en règle générale. Mais jusqu'à 25 ans, s'ils étudient, et même sans limite d'âge, s'ils sont eux-mêmes, ces enfants-là, incapables physiquement ou mentalement de se procurer un travail, de travailler, ils font partie toujours de la famille du travailleur, peu importe leur âge. Et pendant cette période, l'employeur est tenu d'assurer le soin médical. Si c'est l'employeur qui payait les loyers aux travailleurs, l'employeur est tenu de continuer à payer le loyer. Mais en ce qui concerne le salaire, l'article 59 est clair, les parties sont déliées. Les salaires n'est pas dû en cas de suspension du contrat de travail pour cause de force majeure. Mais dans d'autres autres cas, la loi prévoit, par exemple, quand il y a la maladie, vous tombez malade, la loi prévoit que l'employeur doit payer 2/3 de la rémunération. La loi elle-même prévoit dans chacun des cas de suspension du contrat de travail. Par exemple, quand il y a suspension du contrat de travail pour incarcération du travailleur. Mais là, il y a deux cas. Oui. Si les travailleurs, si c'est l'employeur qui a fait arrêter les travailleurs, celui-ci continue à percevoir son salaire, l'intégralité. Mais si ce n'est pas du fait de l'employeur, les salaires n'est pas dû. Mais les autres avantages sociaux sont dus. Les soins médicaux, Les soins médicaux, et le loyer, etc. Le loyer, s'ils étaient logés, sont dus. Mais dans les cas de force majeure, les salaires n'est pas dû. Mais justement, on parle de cas de force majeure parce que justement, c'est un cas de force majeure. Exact. On ne sait pas. Mais alors, qu'en est-il des catastrophes, par exemple? Parce que la situation où nous sommes maintenant, c'est tellement imprévisible. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va en finir avec la pandémie de l'heure. Mais entre-temps, ces employés qui, pour certains, d'ailleurs, il faut être chanceux, pour que votre logement soit pris en charge par l'employeur, on sait comment ça se passe, mais aussi même pour des soins de santé, on sait à peu près. Mais alors, plaise au ciel que pour votre cas, je vais ironiser, que ce soit le Covid-19, parce que là, au moins, c'est pris en charge par l'État, n'est-ce pas? Bon, maintenant, au cas où ça se tirait en longueur, cette prise en charge de la pandémie de l'heure, avec comme conséquence que le chômage forcé, comme nous on aime le dire, se prolonger aussi. Ça veut dire que ces employés pourront tranquillement mourir chez eux, mais ils n'ont pas droit à un salaire, même pas un minimum.
Très bien. Si cette situation perdurait, est-ce que l'employeur sera toujours tenu à ces obligations-là? En ce qui concerne, par exemple, la maladie du travailleur, le législateur est clair. Après 6 mois, l'employeur résilie le contrat. 6 mois de maladie, d'incapacité de travail due à la maladie, le contrat est résilié après 6 mois. Mais en cas de force majeure, je crois que c'est l'article 60, dit ceci. Toute partie intéressée peut résilier le contrat après 2 mois de suspension, sans indemnité. Ça, c'est clair. Donc, toute partie intéressée, quand ça dépasse 2 mois, il y a un cas de force majeure, comme le cas actuel, peut, soit l'employeur, soit les travailleurs, peut résilier le contrat sans indemnité. Et ici, c'est un cas de force majeure temporaire. Ce qu'il arrive, on a connu ça en 91, lors de pillage, les cas de force majeure définitifs. La société est tombée en faillite, on a tout pillé. C'est la résiliation du contrat. C'est la fin du contrat, pour cas de force majeure. En parlant des contrats, nous avons quand même 2 types de secteurs. Le secteur public, c'est entre guillemets assez réglementé parce que c'est régi par des textes, mais on a aussi le secteur privé. D'abord, on va parler du secteur public, grosso modo. Là, au moins, il y a des choses qui fonctionnent. On a vu l'État suspendre même la perception de l'IPR, question peut-être de mettre plus ou moins à l'aise ses fonctionnaires et tout. Mais dans l'autre cas, c'est là où c'est chaotique. Bien sûr, dans tous les 2 secteurs, l'IPR c'est l'impôt, on paye toujours l'impôt, l'employeur paye toujours l'impôt, c'est une obligation. Les secteurs publics dont vous parlez, bon, je ne sais pas, peut-être est-ce que les fonctionnaires, agents de la fonction publique? Non, Oui, et ils ont leur statut particulier. Oui, mais presque tous sont partis du public dans la mesure où les professeurs d'université, par exemple, on les met dans celui-là. C'est vrai que certains ont des statuts assez spécifiques, oui, mais on le met quand même dans le lot du public pour le dissocier de ce qui est presque informel. Oui, mais dans le secteur public, proprement dit, il y a une législation particulière. Mais dans les secteurs privés, ou les secteurs de travailleurs qui sont soumis au Code du travail, tout est prévu et tout est clair. C'est vrai, certains secteurs peuvent s'apparenter comme des secteurs publics. Vous prenez par exemple l'ONATRA, on peut croire que c'est un secteur public, mais c'est une entreprise commerciale. Soumise mais qui à ont l'OHADA, un service public. Soumise à l'OHADA, c'est pas comme les anciennes entreprises publiques. Vous comprenez, ici, elles ont, voulais-je dire, des numéros même de RCCM. Elles sont soumises à l'OHADA. Mais puisqu'elles rendent des services des entreprises publics commerciales au même titre que les autres entreprises. Mais puisqu'elles rendent des services publics, elles ne jouissent pas de certains privilèges que si. Bien sûr, bon, il y a tout un débat là-dessus. Vous savez, la loi dit que les biens, par exemple, de ces entreprises-là, on ne peut pas le saisir. Ils jouissent des immunités d'exécution forcée. Bon, les débats est tout autour, là. Il y a ceux qui estiment que ce n'est pas exactement ce qui devait se faire. Bon, il y a certains autres qui estiment que oui, parce que l'actionnaire, unique ou majoritaire dans les entreprises, c'est l'État. Donc on ne peut pas saisir, c'est toujours le bien de l'État. Bon, il y a 2 débats là-dessus. Mais ne nous perdons pas dans ce débat. Ici, toutes ces entreprises-là dont vous citez, elles font partie, elles sont régies par l'OHADA. Donc c'est des entreprises commerciales. Elles sont soumises au Code du travail. Elles doivent respecter le Code du travail. Au-delà du Code du travail, il y a la convention collective. Chaque entreprise ou plusieurs entreprises peuvent adhérer à une convention collective qui devient la loi de partie. Les dispositions qui ne sont pas prévues par le Code du travail peuvent l'être par la convention collective, qui peut même prévoir des avantages plus que le Code du travail. Mais si la convention collective ne dit rien, c'est le Code du travail qui s'applique. Mais dans ce cas justement de résiliation de contrat sans indemnité, ça peut se faire aussi de fait, c'est-à-dire par exemple au point où nous en sommes, la résiliation, la suspension du contrat du travail
s'observe pendant 3 mois et puis comme le patron, l'employeur n'a plus dit mot, l'employé constate et puis il fait autre chose, il ne sera jamais poursuivable au cas où, au lendemain de sa suspension à lui, les choses redevenaient prester ailleurs. Ouais. Oui, mais c'est punissable parce que la suspension, en fait, la rupture du contrat de travail ne se présume pas. Ok. On dit on présume, bon, ça, non, ça ne se présume pas. La loi dit la partie intéressée peut résilier le contrat sans indemnité. Elle notifie à l'autre partie la résiliation du contrat. Mais si il n'y a aucune notification dans ce sens, vous êtes tenu aux obligations contractuelles. Ça veut dire concrètement que tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans le formel, n'ont rien à attendre de leurs employeurs, étant donné que pour l'employeur, c'est on fait des entrées, de ces entrées-là, on paye. Mais où est-ce que, sans l'avoir prévu, comme ça dans le texte, mais par bonne foi, pourquoi on n'aurait peut-être pas pensé aux réserves liquides, ça aurait peut-être pallié cette situation, cette crise? Aux réserves liquides, l'État ou l'employeur, c'est... L'employeur, de bonne foi. Parce qu'apparemment, oui, c'est pas là, l'injustice nous rentrons dans la bonne pour foi. poser cette question. Là, nous rentrons dans la bonne foi. Oui, il y a des employeurs de bonne foi qui ne sont pas liés par aucun texte, qui peuvent rémunérer la moitié ou 2 tiers de salaire, mais c'est la bonne foi, nous disons. Mais si on recourt au texte, ils n'ont pas cette obligation. Justement, vous vous sentez à l'aise qu'on évoque cette question par rapport à la bonne foi, mais que les législateurs n'aient pas prévu ça? Oui, parce qu'en la bonne foi, c'est-à-dire que ce n'est plus une obligation. Voyez-vous, la bonne foi, elle est unilatérale. C'est moi qui veux le faire. C'est moi qui veux le faire. Donc, je ne suis pas obligé. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on peut opposer la bonne foi de certains employeurs aujourd'hui à vouloir traiter humainement, de façon un peu décente, leurs employés par rapport à cette crise. On peut opposer cette bonne foi à la mauvaise foi du législateur dans ce cas, parce que c'est pas un vide, mais c'est zéro. Rien n'est prévu. On dit on ne fera rien. C'est sans indemnité. Non, quelque chose est prévu. Il y a les soins médicaux, ça coûte cher. Vous savez, oui, les soins de mais santé, les soins médicaux, il faut être malade. Il faut être malade pour bénéficier. Il faut être malade alors pour bénéficier. Il ne travaille pas aussi l'employeur. Il faut être malade pour bénéficier de ces soins médicaux. Pour vous et pour la famille, c'est à la charge de l'employeur. Ça devient un avantage. Donc, le si loyer, on tombe pas malade, si ça a été pris en charge, l'employeur supporte. C'est au conditionnel. Donc, si on tombe pas malade et si la maison, le logement n'était pas pris en charge par l'employeur, ça veut dire qu'il n'y a rien. Vous n'avez rien, voilà. Malheureusement. Or, ce n'est pas tous les employés qui tomberont malades au même moment. Malheureusement, encore moins leurs membres des familles. Voilà pourquoi je reviens sur ma question, parce que l'opinion pourrait retrouver une certaine mauvaise foi, parce que la loi devait quand même être assez équitable pour aider surtout les plus démunis. Dans ce contexte-ci, les employés deviendront des démunis. La loi devait être équitable. Moi, je crois que c'est ça même l'équité, parce que quand vous parlez de l'équité, ce n'est pas seulement par rapport aux travailleurs, il faut voir aussi l'employeur. Vous avez un restaurant, c'est sur base de ce restaurant que vous payez vos salariés. On vous dit confinement, le restaurant ne fonctionne pas. Est-ce que vous devez continuer indéfiniment à payer les travailleurs? Où est-ce que vous aurez l'argent? C'est un problème, ça fait partie aussi de l'équité. Il ne faut pas voir seulement l'équité vis-à-vis des travailleurs, mais vis-à-vis de l'employeur aussi. Mais au moins, la loi lui demande de vous supporter si vous tombez malade. Au moins, la loi lui demande de supporter votre famille si elle tombe malade. C'est déjà beaucoup. Je veux revenir sur l'équité en faisant un parallélisme avec certains pays un peu développés, un peu sérieux, qui ont trouvé des palliatifs quand même. On propose de soutenir, de relancer certains secteurs, parce qu'on sait que, c'est comme on disait, l'employeur attend des entrées pour pouvoir payer en retour, mais aussi l'État qui a compris que si je n'ai pas des gens qui consomment, si je n'ai pas des gens qui ont des moyens
pour contribuer. Donc, par conséquence, moi, l'État, je ne pourrais rien assurer. Donc, aujourd'hui, on peut dire que dans ce pays-là, c'est parce que l'État perçoit quelque chose, que l'État, à son tour, essaye de faire aussi quelque chose pour soulager la douleur ressentie par sa population, et qu'ici, l'État n'avait rien jamais perçu. Il n'y a pas eu de TVA, il n'y a pas eu de taxes. Et donc, aujourd'hui, l'État se déchargerait à 100%. L'État lui-même qui attend un fonds de solidarité nationale. Oui, l'État, c'est la puissance publique, la puissance de puissance. Il peut toujours, comme j'ai ouï dire, hein, dans un pays, l'État a subventionné certains employeurs pour leur permettre, du secteur privé, de payer une partie de la rémunération de leurs travailleurs. Je suis également peut-être au Sénégal, j'ai appris, sous votre contrôle, hein, vous êtes journaliste, que le président Macky Sall a demandé à tous les employeurs du secteur privé de payer, je crois, 70% de... Oui, 70%. Bon, est-ce qu'ici, chez nous, je ne connais pas bien, je ne maîtrise pas très bien la législation sénégalaise du travail, mais est-ce qu'ici, chez nous, la législation du travail reconnaît cette compétence au chef de l'État? C'est la question que je me pose. Quand vous parcourez tout le code du travail, il n'y a que 3 ou 4 dispositions qui font allusion au président de la République. Vous prenez par exemple, en ce qui concerne l'Institut national de préparation professionnelle, on fait aussi référence au décret ou à l'ordonnance du président de la République pour le fonctionnement, l'organisation, etc. Vous prenez l'ONEM, l'Office national de l'emploi, pareil, on fait référence au président de la République. Vous prenez le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel, il est fixé par le président de la République, sur proposition du ministre ayant le travail, la prévoyance sociale dans ses attributions, après avis du Conseil national du travail, qui est un organe consultatif. Même le ministre du Travail, avant de prendre une quelconque décision, il doit consulter le Conseil national du travail, qui est composé, il est tripartite, hein. Il y a le représentant des travailleurs, le représentant des employeurs et l'État. Ensemble, ils analysent quels sont le droit qu'on peut reconnaître aux travailleurs, les obligations, etc. À ce moment-là, le ministre formalise. Si dans les cas du SMIC, on propose au président de la République, il prend une décision. Mais justement, dans ce contexte, il y a des questions, on se dit, est-ce que la législation du travail reconnaît telle compétence au chef de l'État? Demander aux employeurs de payer. Oui, peut-être de bonne foi, parce que, alors, sur base de quelles compétences ou attributions aurait-on aussi demandé aux bailleurs, par exemple, de ne pas embêter les locataires parce qu'ils n'auraient pas forcément d'argent à payer? Ça, non, c'est une supplication de l'autorité. L'autorité supplie le bailleur. C'est sans contrainte. Ils peuvent, le bailleur, refuser, voyez-vous, ne pas adhérer aux supplications de l'autorité. Sinon, l'autorité prendrait une décision obligatoire. Mais elle s'est trouvée dans l'impossibilité textuelle de prendre une telle décision. Elle a recouru, l'autorité, aux supplications. Alors, je ne vois pas aujourd'hui... bon, je ne sais pas, je ne suis pas contre les employés. Moi-même, j'en ai à la maison des employés. Ça me dérange, mais on doit rester dans la légalité. Oui, c'est ça même l'état de droit. Oui, on va rester dans la légalité. C'est ça même l'état de droit. Est-ce pour autant qu'on ne va pas voir la misère de son frère parce qu'on reste dans la légalité? Mais cette légalité, et si jamais elle est récusée par ceux qui souffrent tellement, elle pense que cette légalité n'est pas si équitable. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? La misère de son frère. Son frère, vous faites allusion aux travailleurs. Oui. Il faut voir aussi la misère des employeurs. Il faut voir aussi leur misère, parce qu'il y a des employeurs qui ont certaines machines qu'on ne peut pas arrêter. Le bon sens voudrait Ils utilisent le groupe électrogène, etc. Vous savez, mettre le bon sens voudrait qu'on voit beaucoup plus les plus démunis, c'est ça? Les plus faibles, c'est l'employé qui est plus faible. Complète pour eux. Mais dans la légalité. Je crois que si les chefs de l'État étaient investis de ce pouvoir par la législation du travail, ils les feraient. Okay. C'est un légaliste, il doit rester, il doit se conformer à ce qui dit la législation.
Vous avez écrit le Code du travail, modifié, complété, annoté. Qu'est-ce que vous-même vous faites comme lecture en tant que citoyen, avec du recul, par rapport à ce Code du travail, avec l'avant-propos de Maître Célestin Tounda Kassende, ministre de la Justice, une justice aujourd'hui, on se dit, mais est-ce le fait de plus fort ou de plus faible? Oui, ça c'est quand même à l'opinion de nous départager, mais préfacé aussi par Lambert Matoukou-Memas, ministre d'État en charge du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale. Mais aujourd'hui, face à cette situation, face à ce qu'on peut dire entre guillemets, face à cette limite de cette prescription du législateur, parce qu'on ne va pas faire fi de la douleur qui va s'en suivre avec toute la galère. On va assister à plus de mouvements d'incivisme vu que tout le pourcentage des employés informels qui sont du jour au lendemain, qui se retrouvent comme ça dans la rue, devront voir dans quelle mesure, sans revenus, devront voir comment survivre. Est-ce que peut-être ce moment de crise de la pandémie ne peut pas nous aider à revoir certaines dispositions? Oui, bien sûr. Mais il faut être un État très fort pour résister à ça. Il faut être un État très fort. Vous prenez les entreprises, par exemple, comme la SNCC. Beaucoup de mois d'impayement. Il est même tombé en faillite. Presque en faillite. Vous prenez l'ONATRA. Tous nous entendons, nous suivons autant de mois d'impayement. Est-ce que l'État aujourd'hui est capable de subventionner les employeurs pour leur permettre de payer même un minimum à leurs salariés? Sincèrement, on ne se voile pas la face. L'État, pour l'instant, l'État n'est pas capable. Pour l'instant, il n'est pas capable. Ça veut dire qu'en d'autres Peut-être temps, en temps normal, il pourrait le faire. Avec un peu de restrictions, tel qu'on réduit le travail et tout, avec un peu de restrictions, en retroussant quelques manches, on peut y parvenir parce qu'il faut relever les pays. Justement, ce n'est pas impossible. C'est possible. Cette maladie, peut-être, c'est une matière à réflexion sur beaucoup de choses, sur même la législation du travail, sur beaucoup de choses. Peut-être si les législateurs prévoyaient que pendant ce temps, l'employeur pourrait peut-être payer 1/10 du salaire ou X montant. Ça n'a pas été prévu. Peut-être avec cet événement, ça va nous donner de la matière, ou donner de la matière à notre législateur pour approfondir la question. C'est peut-être un mal nécessaire. Voilà. Votre dernier mot, Maître Vital Ilunga Kasongo, en tant que juriste, mais en tant que citoyen au milieu du village. Oui, en tant que citoyen, un bon citoyen, c'est celui qui se conforme à la loi. Cicéron disait il faut être esclave de la loi pour pouvoir devenir un homme libre. Donc, en tant que citoyen, il faut être esclave de la loi. Il faut être esclave. C'est ça la bonne liberté. Quand on est esclave de la loi, on devient un homme libre. Nous vous remercions, Maître Vital Ilunga, auteur du Code du travail modifié, complété, annoté, qu'on peut retrouver aux éditions Nouveaux Élans. C'est ça. Très bien. Voilà, vous avez fait votre part au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale de faire son travail, mais aussi aux employés et employeurs de continuer parce que c'est quand même un réel problème, une question de fond de société qui devrait être remise sur la table des débats, à notre avis. Madame, Monsieur, on va marquer un stop ici à ce stop Covid du jour. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Vous en aurez besoin pour réclamer plus de droits dans un pays des droits, n'est-ce pas? Au revoir, à très vite.